Bonjour Mathieu Orphelin. Bonjour à vous. Vous êtes député de La République En Marche, vous représentez le Maine-et-Loire. Vous êtes un des députés les plus actifs, en tout cas dans le domaine de l'écologie. Vous êtes d'ailleurs un proche de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il faut sanctionner l'Arabie Saoudite pour son rôle présumé dans l'assassinat du journaliste Khashoggi ? Oui, je crois qu'il faudra sanctionner l'Arabie Saoudite. Je pense qu'effectivement, il faut d'abord clarifier exactement ce qui s'est passé, les conditions de cet assassinat sordide, en plus un assassinat de journaliste, et ensuite sanctionner effectivement de façon très forte le moment venu. Donc vous regrettez que la France ne l'ait pas déjà fait ? Non, parce que ce n'est pas à faire l'Allemagne le jour. L'a fait, hein ? L'Allemagne a commencé à mettre en place un certain nombre de sanctions. La France, je n'ai pas de doute sur le fait que la France, dès que tout sera établi, fera à son tour, prendra les bonnes décisions et les décisions à la hauteur de ce crime ignoble. Qu'est-ce que c'est les décisions à la hauteur de ce crime ignoble ? Il faut voir, mais ça passe évidemment, je pense, sanctions par un certain nombre de sanctions commerciales. Arrêt des ventes d'armes. Il faut que ceux qui sont en responsabilité et qui maîtrisent la totalité des outils puissent prendre ces dispositions-là, mais ça passe évidemment par des restrictions commerciales. Emmanuel Macron a paru agacé d'abord par les questions sur ce sujet, et puis l'Élysée a fait savoir qu'il y avait eu un coup de fil au roi d'Arabie Saoudite. C'est pas un peu en deçà de la main par rapport à ce que vous souhaitez vous-même, hein ? Non, moi je vous dis, je n'ai pas de doute sur le fait que dès que toutes les responsabilités seront établies, la France prendra les décisions qui s'imposent. Voilà, c'est évidemment important, et ce crime, il a frappé l'opinion. Voilà, c'est évidemment ignoble. En plus des assassinats de journalistes, c'est encore pire que tout. Donc moi, je n'ai pas de doute sur le fait que la France prendra les sanctions adaptées. Est-ce qu'il faut que le gouvernement soutienne Ascoval ou oblige Vallourec à maintenir son appui à Ascoval, cette usine qui, dans les Hauts-de-France, est menacée de fermeture avec 281 emplois à la clé ? Moi, ce n'est pas un dossier que j'ai suivi de près du tout. Donc mais sur ce sujet, je crois que le gouvernement, Bruno Le Maire, a redit que l'État était prêt à s'engager. Voilà, c'est toujours, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas, semble-t-il, d'offres privées crédibles. En tout cas, Vallourec, qui est propriétaire actuellement, dit qu'il n'y a pas d'offres crédibles. Que doit faire l'État ? Pour l'instant, ce qu'il faudrait, c'est susciter cette offre privée. Et donc, c'est, je pense, un premier pas très intéressant, que le gouvernement dise, dès qu'il y a une offre privée à la hauteur, on abonde cette offre. Je pense que c'est la bonne solution. Le pire n'est jamais possible. Le pire est jamais possible, mais je crois qu'il faut absolument. On a une reprise économique, on a une industrie, un pays qui peut se réindustrialiser. Donc je pense qu'il faut garder espoir sur le fait qu'il y ait une offre économique qui arrive sur ce site. Est-ce que vous comprenez les demandes, par exemple, très, très pressantes du président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui presse encore une fois le gouvernement d'agir, y compris en intervenant directement sur le dossier ? Moi, je comprends que les présidents de région qui sont responsables du développement économique de leur territoire, c'est leur compétence. Quand une entreprise menace de fermeture plusieurs centaines d'emplois sur un territoire, c'est évidemment un séisme important pour les élus locaux et notamment pour les présidents de région. Donc voilà, moi je comprends qu'ils défendent son territoire, qu'ils cherchent à ce que ce dossier avance, qu'un repreneur arrive, etc. Mais je crois le président de région connaît aussi très bien les responsabilités des uns et des autres. Et il faut que ce soit une offre privée soutenue par la puissance publique, et notamment le gouvernement, donc, la région, oui à etc. une offre privée, mais non à une offre directement pilotée par les pouvoirs publics. Ça que vous dites ? Je crois que c'est ça. Les offres pilotées par le domaine public, on en a eu dans des cas très très limités. Ouais. Je pense au chantier de l'Atlantique, en Pays de la Loire. À certains moments, on a eu l'État qui prenait une responsabilité très très forte. Mais après, en se remettant évidemment sous après un projet privé. Est-ce que vous sentez la colère qui monte dans le pays sur la fiscalité verte, en particulier sur les taxes sur les produits pétroliers, le carburant ? Oui, il y a une colère qui monte. Elle est due à l'augmentation du prix des carburants. Ça, c'est clair. Et moi, j'avais alerté dès juillet. Et donc à l'augmentation des taxes en partie ? Mais non, c'est principalement dû. Attendez, les chiffres sont clairs, les chiffres ne mentent pas. C'est plus de 2/3 la hausse du prix du baril, moins d'1/3 la fiscalité écologique. Par exemple, sur l'essence, on a fait 3 centimes de fiscalité cette année, en plus, là où le prix du baril a fait qu'il y a eu une hausse supplémentaire de 22 centimes. Donc vous voyez que vraiment la majeure partie de la hausse, elle est due au prix du baril. Mais dans tous les cas, les Français, ils voient la totalité. Ils voient la totalité et ils imputent la responsabilité. Pardon, mais ils ne peuvent rien au marché pétrolier. En revanche, le gouvernement peut
faire. Oui, mais je vous dis, c'est une petite partie de cette hausse. Par contre, le gouvernement s'est engagé, on avait entamé un dialogue assez constructif et qui a commencé à aboutir la semaine dernière. Le gouvernement a annoncé des nouvelles aides pour changer de véhicule, parce que c'est encore plus rentable aujourd'hui de changer de véhicule pour un véhicule qui consomme moins, et des nouvelles aides aussi pour changer les chaudières fuel à la maison. Il y a encore 5 millions de chaudières fuel en France. Mais vous comprenez que dire à des gens qui ont un problème de pouvoir d'achat, qui ont tous les indicateurs le montrent, des difficultés à boucler leur budget, de leur dire il va falloir dépenser quelques milliers d'euros pour pouvoir économiser au jour le jour ensuite, c'est assez difficile à entendre, non? C'est difficile, mais par exemple sur les aides à la rénovation énergétique, aujourd'hui il y a tout un tas de dispositifs, de crédits d'impôt, d'aides de l'ANA, l'Agence de l'habitat, d'autres dispositifs régionaux qui font qu'effectivement vous allez pouvoir faire des travaux de grande ampleur à la maison en finançant une toute petite partie en direct. Mais donc, il faut encore renforcer ça. Et j'entends, moi je dis, voilà, l'État a annoncé des mesures qui n'étaient pas prévues en plus, très bien. Et elles vont dans le bon sens, c'est ce qu'on souhaitait. Maintenant, il faut que dans les 3 prochaines semaines, on continue dans le cadre de la deuxième partie du projet de loi de finances, à voir comment l'État peut réfléchir et mettre en place d'autres mesures. Mais ce n'était pas possible de recaler, de repousser ces augmentations de taxes? Ça n'avait pas de sens? Non, il faut maintenir la trajectoire de la fiscalité écologique. Donc taper, c'est ce que Ségolène Royal appelle l'écologie punitive. Oui, mais elle a oublié que la trajectoire de la fiscalité écologique, c'est elle qui l'a tracée quand elle était ministre de François Hollande. Ah, oui, non, mais c'est important de lui rappeler qu'entre ce qu'avait décidé François Hollande sur le prix du carbone et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a 1 centime de différence à la pompe. 15 milliards d'augmentation des taxes, de la fiscalité écologique sur le quinquennat, ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Édouard Philippe dit c'est courageux, c'est ça, c'est tout. Non, moi je dis il faut cette fiscalité écologique, mais il faut renforcer encore les mesures de redistribution. Les mesures pour favoriser la transition, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pourquoi pas réfléchir, et c'est ce qu'on propose encore au gouvernement pour les prochaines semaines, des mesures de redistribution. Est-ce que c'est une bonification du chèque énergie, les années où le pétrole est cher? Est-ce que c'est d'autres mécanismes? On a encore travaillé ces 2 derniers jours avec les collègues députés de la majorité pour proposer au gouvernement, dans les 15 jours à venir, des mécanismes de redistribution supplémentaires. Je crois qu'on n'est pas au bout du chemin et que les Français, ils attendent effectivement un signe. Ils ont compris la transition écologique, ils ont compris le climat, etc. Mais les ménages les moins aisés des zones rurales ont besoin d'un petit coup de pouce de l'État. C'est eux qui vont être ciblés dans les aides sur lesquelles vous réfléchissez? Oui, je crois qu'effectivement, un ménage qui gagne 4 000, 5 000 euros, on n'a pas besoin de l'accompagner face à la hausse du prix du carburant. Un salarié de zone rurale qui fait 25 km pour aller travailler, qui gagne le SMIC ou un peu plus du SMIC, lui, il a besoin sans doute d'un petit coup de pouce pour passer cette période de prix du pétrole cher. Vous comprenez le côté un peu Shadok quand même de cette affaire, où on augmente les taxes et on augmente les aides? Non, mais c'est un basculement. Je crois qu'il faut vraiment... Mais augmenter les taxes et les aides, est-ce que c'est pas... Non, tout ça, c'est cette économie à la française, on prélève beaucoup, on redistribue un peu, enfin c'est quand même un peu étrange, non? Vous savez, les Suédois, ils ont réussi ce basculement vers la fiscalité écologique et ils l'ont fait comme ça, en baissant les taxes sur le travail, en augmentant les taxes sur la pollution, c'est ce qu'on a prévu de faire, et en augmentant les mesures de redistribution. Donc ce n'est pas une affaire de Shadok, c'est une affaire effectivement d'encourager et d'accompagner tous ceux qui en ont vraiment besoin dans cette transition écologique. Vous êtes membre du groupe parlementaire La République En Marche et vous avez fondé un collectif pour écolo-transformation. Quel est l'objectif de ce collectif, alors qui est transpartisan, écolo-transpartisan? Oui, l'idée de ce collectif, c'est un collectif d'un genre un peu nouveau à l'Assemblée, effectivement. Aujourd'hui, on est 155 parlementaires. Venus de tous les bords? Oui, aujourd'hui, 7 groupes politiques sur 8. Donc, on a décidé de travailler ensemble pour obtenir des avancées en plus. Pour, à certains moments, unir nos votes quand on pourra obtenir, grâce à ça, des avancées en plus. Y compris si vous devez voter contre l'avis de votre groupe, La République En Marche. On va essayer que ça arrive le moins possible. Mais y compris dans ces cas-là. Cette hypothèse-là, elle est sur la table s'il y a besoin. Mais je note, depuis la création de ce collectif, il y a 15 jours, je note un petit vent nouveau sur l'écologie. Dans le projet de loi de finances, on a vu que tout ce qu'on portait, des grandes avancées sur l'écologie, artificialisation des sols, lutte contre les fluides HFC, des dispositifs dont je viens de parler pour accompagner les ménages, etc., etc. On a eu des avancées majeures qu'on n'avait pas du tout eues l'année dernière. Donc vous avez bien fait de protester, ou en tout cas de créer un groupe de pression à l'intérieur de... Si c'est pression, c'est pression positive. Ouais, mais il faut assumer de dire qu'on a un bilan sur l'écologie, mais il faut faire beaucoup plus si on veut être à la hauteur du grand rendez-vous de l'histoire qu'est la lutte pour le climat. Et donc, c'est quoi, c'est un constat
Non pas de faillite, mais de manque pour le groupe la République En Marche? Non, c'est dire qu'il faut faire plus. Ouais. Non, mais je crois qu'il faut faire plus. Les discussions avec le groupe, elles sont simples, puisque le groupe, par exemple, Gilles Legendre me disait l'autre jour, mais vous n'aurez pas le monopole de la lutte contre la lutte pour le climat. Mais tant mieux, moi j'ai applaudi. Oui, bien sûr, il faut que tout le monde se mobilise. Je ne sais pas si ça l'énerve, ça inquiète peut-être certains, mais en tout cas, il sait dans quel esprit on est, collectif, et puis surtout, c'est ce qu'ont toujours dit les frondeurs, hein. Je ne dis pas que vous l'êtes, mais les frondeurs ont toujours dit aux socialistes, nous sommes dans un esprit constructif, nous sommes là pour aider le gouvernement à avancer. Il y a une grosse différence, c'est que les frondeurs, ils n'ont pas gagné grand-chose au cours du quinquennat. Et que moi, je peux déjà vous dire ce qu'on a gagné la semaine dernière, il y a 15 jours, etc. Donc on ne va pas fanfaronner parce qu'on n'est pas encore au niveau. Mais oui, il faut y aller, il faut avancer. Et puis ça nous permet aussi de sortir des clivages, que le climat, l'écologie, la biodiversité, ça mérite mieux que les petites joutes politiciennes habituelles. Donc on travaille tous ensemble. Transpartisan. Exactement. Merci Maître L'Orphelin.